tradition tibétaine, on remonte là jusqu'à 18 000 ans. Oui. Dans la tradition bonne, la plus ancienne du Tibet évidemment, qui était là bien avant le bouddhisme. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui se sont corrompues à travers les siècles? On va dire, parce que il y a des savoirs qui ne sont pas parvenus correctement. Ou qui... Je prends un exemple, je ne sais pas si j'ai raison de le faire, mais dans le bouddhisme, il y a beaucoup d'éléments qui ont... dans le Bön, la tradition première du Tibet, il y avait un lien à la nature et aux esprits de la nature qui était beaucoup plus approfondi que ce qu'on trouve dans le bouddhisme. Eh oui. Voilà, alors je ne veux pas dire que c'était corrompu, mais ça a été un petit peu enlevé de... Mais on le trouve aussi dans les religions monothéistes, la notion d'esprit, les esprits, on n'en parle presque plus. Exactement, on en parle moins. Donc, dans la tradition shintoïste, on retrouve beaucoup la notion de lien aux esprits de la nature. Oui, absolument. Oui. On appelle ça les kami. Voilà, les kami. Et tous les kami, il y a énormément de sortes de kami. Et on rejoint les cultures animistes, où tout est vivant et tout a un sens, et tout est porteur d'esprit. Et à la limite, on se demande ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est qu'un dieu. Est-ce qu'un dieu, c'est un esprit? Quelle est la nature de cette expression Dieu? Généralement, les gens ne séparent totalement l'idée de Dieu et l'idée d'esprit. Ils ne le mettent pas sur le même plan. Alors peut-être que les dieux sont des esprits qui ont réussi. Je veux dire, vous voyez ce que je veux dire? Oui, ou qui occupent plus d'espace, ou je sais pas. Oui, ou avec lesquels les hommes ont fait alliance et leur ont accordé plus d'importance. Oui, c'est peut-être des archétypes. C'est comme votre femme, par exemple, c'est une femme parmi d'autres, mais vous lui avez accordé une certaine importance. Oui, et donc elle a pris notre dimension. Après, c'est l'humain avec son propre esprit qui va projeter selon ce qu'il a. Donc ça montre bien que l'humain, le phénomène de l'élection, il va dans les deux sens. On dit que les dieux nous choisissent, mais nous choisissons peut-être les dieux. Certainement. Voilà. Et avec le son, on fait un intermédiaire avec avec ces sphères de conscience. Et alors, est-ce que vous êtes intéressé au rapport entre l'homme et l'animal à travers le son? Est-ce qu'on communique facilement mieux? Est-ce que vous avez essayé de communiquer avec les oiseaux, les chiens, enfin, je sais pas, n'importe quoi? Alors, on s'aperçoit que quand on fait des chants dans la nature, parce qu'on fait des stages dans la nature, que ça attire les animaux. Lesquels? Alors les oiseaux en premier, surtout les harmoniques, donc attire les oiseaux. Mais on s'est déjà retrouvé avec des vaches qui venaient vers nous. Oui. On s'est retrouvé avec des chevaux qui venaient vers nous. On s'est même retrouvé une fois, tout le monde était allongé, il y avait un chamois qui est venu très proche du groupe. Donc il y a quand même, quand l'humain ouvre à la fois sa voix et son cœur, ça attire les animaux. On peut même penser que le contact entre l'homme et l'animal devait passer beaucoup plus par le son qu'aujourd'hui. J'ai souvenir dans un groupe d'une femme qui était en difficulté émotionnelle et on était dans un champ où il y avait des vaches. Il y a 5 vaches qui sont venues autour de cette personne-là. Elles ne sont pas allées ailleurs. Elles sont allées vers cette personne. Mais elle était en train de chanter ou pas? Même pas? On était tous en train de chanter, mais elle était dans une difficulté émotionnelle. Oui. Donc elle était en train de pleurer. Donc c'est un bon argument, cette idée de se connecter avec le monde animal, peut-être pas végétal. On dit aussi qu'on peut faire des choses avec un arbre. On peut communier avec les arbres. On fait des pratiques avec les arbres aussi. On vient chanter avec l'arbre. Oui. Et après, chaque personne peut ressentir des choses très différentes. Oui, c'est ça. Oui. Mais alors là, effectivement, parce que le son, c'est bien, mais il y a aussi les vibrations chakriques qui ne passent pas par le son. Il faut arriver à... par exemple, moi, par exemple, si j'étais dans un groupe de yoga, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est d'avoir des énergies qui se rencontrent. Parce que les gens, au fond, le son, les gens, ils comprennent qu'on puisse communiquer entre nous par le son, mais communiquer par les vibrations de la Kundalini, des chakras, c'est quelque chose qui est quand même encore plus subtil quelque part. Oui, puis l'état d'esprit avec lequel on va dans la nature est très important. Et le son, à ce moment-là, peut vraiment, au moins au départ, être une offrande. Oui. On offre des particules vibratoires à la nature, on se met en ouverture de cœur avec la nature. Voilà.
commence, et c'est ce qu'on fait sur tous les plans quand on va dans la nature, on commence par s'ouvrir, par donner à la nature, et pour après créer un lien. Créer un lien d'affinité, d'amitié, de respect. Alors le son. Et à ce moment-là, la nature peut s'ouvrir à nous et elle va être plus parlante. Mais il y a aussi le sifflement. Le sifflement, je ne sais pas si vous travaillez sur le sifflement dans votre groupe. Moi, je suis un spécialiste du sifflement. Et je ne sais pas, il y a quelque chose de plus transcendantal que le son. D'abord, tout simplement, beaucoup plus de gens sont capables de produire du son que de siffler. Donc le sifflement, c'est un état particulier qu'il faut entretenir en soi. Vous demandez à 100 personnes ici de faire du son, bon, elles vont vous faire du son. Pour leur demander de siffler, beaucoup moins. Oui. Donc le sifflement, c'est un... Et d'ailleurs, parfois, on perd le sifflement. Et ce qui est amusant, dans une rue ou dans un groupe, quand vous sifflez, on ne fait pas trop attention. Ça ne gêne pas. Par contre, si vous commencez à faire du son, ça va interpeller. Voyez. C'est comme si le sifflement était quelque chose qui était respecté comme ça. On peut siffler. Là, par exemple, on pourrait siffler si vous commencez parce que le son, ça renvoie quelque part quand même au langage, quelque part. Alors que le sifflement, ça n'évoque pas le langage. Et dès qu'on est dans le langage, on a l'esprit qui est alerté, on a le mental qui est alerté. Alors que le sifflement n'alerte pas forcément le mental. Donc vous savez siffler, vous avez une pratique du sifflement, c'est pas très... Ça m'arrive de siffler de temps en temps, mais c'est pas... Mais moi je vais plus faire siffler des harmoniques. Oui, mais je dis ça en passant, moi je peux diriger des ateliers de sifflement. D'accord. Oui. C'est-à-dire vraiment où on peut siffler pendant très longtemps, on peut même composer des musiques sifflées. D'ailleurs, si vous écoutez notre chaîne, vous verrez, quand je joue des percussions, du piano, je siffle en même temps. Et ça crée un climat particulier. Et donc il ne faut pas oublier le sifflement. C'est assez mal vu souvent le sifflement. Quand on parle de sifflement, les gens, on sifflote un air, ou bien alors c'est vulgaire, mais il faut réhabiliter le sifflement. Oui. Comme vous disiez, non, c'était avec un autre. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que quand on n'arrive pas à siffler, c'est qu'on n'a pas, on n'est pas, on n'a pas bon, il y a quelque chose on n'est pas en bonne santé aussi. Il y a des alimentations qui, justement, à votre avis, est-ce que l'alimentation peut jouer sur la capacité à produire du son, monsieur? C'est surtout que il y a quand même un rapport, parce que le son, c'est quand même quelque chose qui est tributaire de ce qui se passe dans notre corps, dans notre organisme. Notre corps va être plus ou moins encombré, plus ou moins léger. Oui. Voilà. Il faut quand même gérer ça, il faut quand même contrôler. Il va y avoir un rapport, pas direct, mais indirect. Oui, voilà. Par la notion de légèreté ou d'encombrement. Oui. Et puis, si notre corps est encombré, ça peut encombrer notre esprit aussi. Oui. Et puis on peut aussi... Mais ce qui est intéressant aussi, c'est l'intérêt du sifflement, c'est que quand il y a plusieurs personnes qui sifflent, ça fait une espèce de sonorité commune, voyez-vous. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, 2 ou 3 personnes qui sifflent, ça devient une sorte d'unité, ça s'unifie. Peut-être que c'est pareil pour vous pour le son. Oui. Mais pour le sifflement, c'est particulièrement frappant. Il y a des sons qui vont être plus unificateurs que d'autres. Le haut, comme dans le home, est très unificateur. Oui. Bon, très bien. Voilà. Merci beaucoup encore. Merci à vous.